Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité, les parlements africains parlent d'une même voix à Ouagadougou. Elles s'inscrivent dans une dynamique de promotion de la démocratie et du développement durable. Ces parlementaires de la 40e participent donc à la 40e conférence de l'Union internationale des parlementaires qui s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Le monde de l'éducation martèle, le gouvernement doit respecter ses engagements. La Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche prennent l'opinion publique à témoin. C'était au cours d'une conférence de presse animée à Ouagadougou. Au Nigeria, 4 partis négocient un front anti-Weah. Ils veulent unir leurs forces pour soutenir la candidature du vice-président sortant face à celle de l'ancienne star du foot George Weah. Pour l'heure, le processus électoral est suspendu par la Cour suprême. Il soutient le FILEP et mieux, il attache du prix à la liberté d'expression dans les médias. Le président du Faso a réitéré cette conviction au cours d'un dîner offert aux participants à la 7e édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse. La soirée d'hier s'est déroulée dans la résidence du haut représentant du chef de l'État, Césaire Carfo, Aboubacar Sayon, reportage. Une soirée conviviale entre le chef de l'État burkinabé et les journalistes, éternels critiques des actes des décideurs politiques. Des rencontres de cette nature sont rares et c'est bien la première fois qu'un président du Faso offre un verre aux organisateurs et aux participants au FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse. Une manière pour Roch-Marc Christian Kaboré de reconnaître le travail abattu par les médias et surtout de réaffirmer son attachement à la liberté d'expression et de presse. Nous nous battrons toujours pour que la liberté de presse et d'expression soit respectée, parce que quels que soient les mots avec lesquels vous soulignez les problèmes, les préoccupations, je pense que l'intérêt qui est recherché, c'est de faire en sorte que nos pays avancent, que l'Afrique avance. Et de ce point de vue-là, je voudrais vous inciter à poursuivre dans ce sens, tout en disant que même si, quelque part, vous avez le sentiment qu'on n'écoute pas, on est obligé d'en tenir compte. Le comité d'organisation de la 7e édition du FILEP a remercié le président du Faso pour sa disponibilité et son soutien au FILEP. Plus de 160 journalistes et défenseurs des droits humains du Burkina et de 26 autres pays africains prennent part aux travaux axés sur une thématique d'actualité, défis sécuritaires en Afrique, rôle et responsabilité des médias. Aujourd'hui, plus que jamais, la question de la sécurité est devenue l'un des enjeux majeurs de gouvernance en Afrique. Et nous sommes tous témoins des efforts que vous déployez avec votre gouvernement au niveau national, mais aussi avec vos pairs de la sous-région. Les médias ne peuvent rester indifférents. Et à l'image des autres acteurs, nous devons de réfléchir à notre contribution à la lutte contre ce phénomène du terrorisme et de l'insécurité sous toutes ses formes. La 6e édition du FILEP a été interrompue dès la première journée par le coup d'État manqué de septembre 2015. Des attestations de reconnaissance ont été remises à 5 journalistes étrangers qui sont restés sur place et qui ont contribué de par leurs écrits à la résistance du peuple burkinabé contre le coup de force du CND. Et puis sachez que Léandre Bassolé a été à l'unanimité élu ce 9 novembre président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun. Il remplace Benoît Kambou, démissionnaire à ce poste. Le nouveau président du Ashkroun, Léandre Bassolé, est un diplomate de carrière. Il a entre autres été représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation de l'Union africaine au Burundi de 1994 à 1996. Léandre Bassolé a aussi occupé les fonctions de représentant permanent du Burkina Faso aux États-Unis et chef du département politique de la mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée.
La paix et la sécurité s'invitent à la 40e conférence de l'Union des parlementaires africains. Autour de plusieurs présidents de parlement, les élus parlementaires membres de l'Union mettent un point d'honneur à la démocratie pour un développement durable en Afrique. Les enjeux de cette conférence avec Isiaka Oudraogo et Kadisa Nogo. L'Union des parlementaires africains UPA sont réunis depuis ce matin à Ouagadougou pour leur 40e conférence. L'objectif de cette rencontre est de renforcer la coopération parlementaire internationale en vue de promouvoir la démocratie et de parvenir à un développement durable. 5 jours durant, les participants venus de plusieurs pays africains vont mener la réflexion sur les questions de sécurité, de changement climatique et de la sécheresse. Le contexte mondial actuel, marqué par les défis sécuritaires, environnementaux, économiques, nous l'impose et l'avenir de notre continent nous le recommande plus que jamais. Pour ce qui est de la problématique de la persistance de la sécheresse et de la famine, dans le contexte du développement agricole et de l'agro-industrie en Afrique, elle met à l'ordre du jour la question de la sécurité alimentaire dans nos États et la nécessité d'une approche prospective de développement sensible aux crises. Les résolutions prises au cours de cette conférence permettront d'orienter les parlements des pays respectifs dans leur politique de développement durable. Nous avons beaucoup de défis et les présidents du Parlement vont discuter ces défis et donner des orientations que nous allons quand même prendre en considération pour orienter les parlements nationaux dans nos échanges et faire savoir au niveau du président, au chef d'État, pour qu'ils puissent quand même prendre en connaissance et l'appliquer. Quelques heures avant le début de cette conférence, les présidents des parlements ont été reçus en audience par leur homologue burkinabé. Les députés africains se sont mis d'accord pour apporter des solutions pérennes aux maux que leurs pays ont en commun. Adama Guiti et Zalissa Sanfo nous rendent compte. Les présidents des parlements africains visitent leur homologue burkinabé, le président de l'Assemblée nationale Alassane Balassa Kanté. Une visite de courtoisie pour tracer les grandes lignes de leur 40e session de conférence des présidents des parlements africains. Avec cette conférence qui se tient dans les prochaines heures, ces parlementaires veulent jouer leur partition pour élever les grands défis de l'Afrique. Nous sommes préoccupés avec le bien-être de notre population, pour la cohésion sociale, dans le cadre de la paix et de la stabilité, mais aussi le défi, c'est de préserver notre souveraineté et consolider l'état de droit démocratique dans tous les pays africains. On ne peut pas avoir la paix quand il y a la famine. On ne peut pas avoir la paix quand il y a la sécheresse. Et l'Union des parlementaires africains espère que toutes les recommandations qui sortiront de cette rencontre de Ouagadougou porteront des fruits à même d'aider l'Afrique à sortir du sous-développement. On en vient à cette visite du ministre en charge des Affaires étrangères aux Émirats arabes unis. Avec son homologue émirati, Alpha Bari a surtout plaidé pour un soutien de la force G5 Sahel. Il attend de lui un engagement lors de la conférence des donateurs prévue le 14 décembre prochain à Bruxelles. Les échos de cette visite avec notre envoyé spécial à Abu Dhabi, Haroun Amari. Mobiliser les partenaires arabes pour une montée en puissance de la force G5 Sahel. C'est tout l'enjeu de cette visite du ministre Alpha Bari aux Émirats arabes unis. Avec son homologue émirati, le chef de la diplomatie burkinabé a expliqué l'urgence de relever le défi sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne. Cette sécurité passe également par l'appui des partenaires afin de combler le gap de 200 milliards de francs CFA pour le financement du G5 Sahel. Un message de l'ensemble de mes pairs du G5 du Sahel afin que les Émirats arabes unis puissent participer activement à la table ronde des contributeurs du G5 qui est prévue le 14 décembre prochain à Bruxelles. Et le ministre Abdallah lui aussi doit à son tour
porter ce message-là à ses pairs de l'Arabie Saoudite, du Koweït et de Bahreïn. Il s'est engagé à le faire afin qu'on puisse boucler ce budget-là. La coopération entre les Émirats et le Burkina touche aussi des secteurs comme les infrastructures routières. Occasion donc pour le ministre Alpha Bahari de remettre sur la table de nouveaux projets. Notamment la route Tougan-Ouaïguia et également des projets d'eau, une plaine risicole dans la région des Cascades et puis également voir comment est-ce qu'on peut étendre à des projets d'électrification, notamment des projets d'électrification solaire. Sur tous ces projets-là, le ministre s'est engagé à nous appuyer afin que tous ces projets puissent se concrétiser assez rapidement avec le financement donc, du fonds d'Abu Dhabi. Un projet d'accord sur l'exemption de visa entre les Émirats et le Burkina a été aussi évoqué à cette séance de travail. Sur le sujet, les négociations se poursuivent entre les deux parties. Retour dans ce journal sur l'événement qui a conduit les autorités nationales à Zabré dans la région du centre-est et pour cause, le président du Faso y a lancé les travaux de bitumage de la route Manga-Zabré, longue de 79 km. Les travaux vont durer 2 ans et coûtent environ 28 milliards de francs CFA à l'État burkinabé, soutenu par la Banque mondiale et la coopération suisse. Le compte-rendu de Salif Oubelem et Mounira Kéré. Voici ce qui vous attend si vous empruntez le tronçon Manga-Zabré, long de 79 km. Poussière, nid de poule, la voie est en situation de dégradation très avancée. Mais cela est en phase de devenir un mauvais souvenir. Car par ce geste, le président du Faso lance les travaux de bitumage de la route Manga-Zabré, un événement que la population accueille avec émotion. D'abord des sentiments de fierté, de recevoir le président du Faso ici qui vient pour le lancement des travaux de bitumage. C'est ensuite un sentiment de joie. Le développement passe par le développement de la route. Et c'est sûr que cette route-là, si elle est bitumée, elle va véritablement faciliter les échanges entre la commune de Zabré et les communes environnantes, et voire avec le pays voisin, parce que vous n'oubliez pas que nous sommes pratiquement à la frontière du Ghana. Ça va faciliter la circulation des biens et des personnes, et donc vous vous rendrez compte qu'au finish, le sol de tout ça, c'est le développement de la commune. Le bitume va traverser les localités de Manga, Gogo, Gon, Boussougou, Dendiogo et Zabré. Pour le président du Faso, c'est l'amélioration de la vie socio-économique des populations qui est visée. Pour nous, en tant que gouvernement, en tant qu'étant responsable du pays, nous sommes en pleine action sur la question du désenclavement du Burkina Faso et nous remercions tous nos partenaires, la Banque mondiale, la coopération suisse dans le cas présent et toutes les autres institutions qui participent avec nous au financement des infrastructures routières et au désenclavement du Burkina Faso. Aujourd'hui, comme vous le voyez, grande mobilisation à Zabré, grande joie. Le maire, grand engagement également du maire pour la construction de sa ville. Et je dois dire que toutes les préoccupations qu'il a évoquées sont des préoccupations qui sont déjà prises en compte par le gouvernement et dont les prochains jours verront donc la réalisation au profit des populations de Zabré. Donc vraiment fierté légitime. C'est un ouvrage de qualité qui sera livré à la population dans exactement 24 mois, rassure le ministre des Infrastructures. Un ouvrage financé par l'État burkinabé, la coopération suisse et la Banque mondiale. Nous sommes engagés donc à la Banque mondiale avec la coopération suisse qui est aussi qui cofinance le projet. Donc dans l'accompagnement du gouvernement pour un axe, je pense, qui est extrêmement vital pour le désenclavement du Burkina Faso, mais aussi pour le rayonnement économique des populations. Donc nous sommes satisfaits d'avoir pu, après de longs mois de préparation et de discussion, aujourd'hui arriver au lancement des travaux du projet. Le bitumage du tronçon Manga-Zabré s'inscrit dans le cadre du projet de transport et de développement des infrastructures urbaines. Et comme réponse à une des doléances des populations du centre-est, le président du Faso et les partenaires techniques et financiers promettent de prolonger le bitume de Zabré jusqu'à la frontière du Ghana.
Si vous êtes une femme et que vous avez entre 15 et 60 ans, vous êtes concerné par le dépistage du col de l'utérus. C'est le seul moyen pour prévenir et guérir du cancer qui touche cette partie du corps féminin. Les sœurs caméliennes de Kupela se chargent de faire passer le message. Elles sont soutenues par l'épouse du chef de l'État qui participe au symposium sur l'importance de la prévention du cancer du col de l'utérus. Roger Kam, Nathalie Sawadogo. Il faut se faire dépister plus tôt pour prévenir le cancer de l'utérus. C'est le message que Sika Kabore, épouse du chef de l'État, lance à l'endroit de la population du Kouritenga. À la faveur du symposium sur l'importance de la prévention du cancer du col de l'utérus, l'épouse du chef de l'État joint sa voix à celle des caméliennes du centre de santé de Kupela pour sensibiliser la population, surtout les femmes de 15 à 60 ans. Le cancer du col de l'utérus est en effet un véritable problème de santé publique dans le monde. En Afrique, il compte parmi les premiers cancers féminins. Il en est de même de celui du sein. Son évolution est dramatique, faisant de lui la première cause de mortalité dans de nombreux pays. Dans nos contrées à ressources limitées, comme ici au Burkina, il existe une alternative crédible et efficace à travers l'examen visuel à l'acide acétique. Il est peu coûteux, facilement accessible partout et pour tous. Cela fait 25 ans que ces sœurs ayant pour vocation spécifique d'assister les malades œuvrent aux côtés de la population du Kouritenga. De janvier 2016 à octobre 2017, près de 2700 femmes ont été dépistées. 100 femmes développaient une lésion précancéreuse, dont 7 déjà au stade avancé. Figurez-vous que par manque de moyens de déplacement adéquats pour le transport du gaz, par exemple, nous sommes parfois obligés de renvoyer certaines femmes venues de loin, porteuses de lésions précancéreuses après le dépistage. Bien souvent, lorsque celles-ci s'en retournent, elles se perdent dans la nature. Il nous arrive d'attendre parfois 1 mois ou 2 mois pour être ravitaillés. Un véhicule adéquat nous permettrait d'éviter ces fâcheuses ruptures de stock. L'ONG américaine Jipaigo accompagne le centre Saint-Camille de Kupela depuis 2014 avec un appareil de trithérapie et pour cette année, le centre a été retenu parmi les sites pilotes au Burkina Faso pour bénéficier d'un Nevascope, un nouvel appareil qui va améliorer le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus. À l'occasion, le directeur pays et la représentante de Jipaigo, venus des États-Unis pour la circonstance, ont été élevés respectivement au rang de chevalier de l'ordre et chevalier de l'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale. À Ouagadougou, on se familiarise avec le concept d'économie sociale et solidaire. Il est présenté par l'Institut panafricain pour le développement Afrique de l'Ouest comme un véritable moteur de développement durable. Un projet d'appui aux entreprises d'économie sociale et solidaire a du reste donc vu le jour. Plus de précisions avec Amado Ilboudo et Boumer Nesnebier. C'est une formation initiée par l'Institut panafricain pour le développement Afrique de l'Ouest Sahel IPD AOS. Elle vise à mieux outiller les responsables des associations et coopératives sur l'approche économie sociale et solidaire ESS. Une approche économique qui met en exergue le développement humain durable. Pour chaque année, nous avons 3 sessions de formation, à savoir l'organisation et la gestion d'une entreprise d'économie sociale et solidaire. La deuxième session portera sur la technique de promotion des produits de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, une troisième session qui porte sur la technique de recherche de financement. Selon Chérif Si, patron de cette formation, si cette approche est mieux assimilée et bien appliquée, elle peut booster le développement socio-économique des Burkinabés. Investir dans l'économie solidaire, c'est permettre de créer des opportunités pour l'employabilité des jeunes et des femmes dans notre pays et partout ailleurs en Afrique. Car loin d'être seulement considéré comme une charge ou un problème, le poids démographique des jeunes et des femmes doit plutôt être perçu
comme une chance à saisir pour les faire participer à la création des richesses, à la dynamisation de l'économie. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux entreprises à économie sociale et solidaire. Il couvre les régions du centre, des hauts bassins, du centre-ouest et du centre-est. L'appui est aussi nécessaire pour booster la production agro-silvopastorale. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture participe à cet appui à travers une mise à jour à tous les niveaux. L'approche champ-école est revisitée par les participants, nous disent Urbain Benito Somé et Kadi Sanogo. Le projet Intégrer la résilience climatique à la production agricole et pastorale pour la sécurité alimentaire est une initiative conjointe de la FAO et du gouvernement burkinabé. Cet atelier d'échange et de réflexion sur le renforcement des systèmes de vulgarisation et d'appui conseil à la production agro-silvopastorale s'inscrit dans le cadre de ce projet. Une rencontre qui va permettre à tous les acteurs de ce domaine de réfléchir sur les pistes pertinentes pour une meilleure prise en compte de l'approche champ-école agro-pastorale. Face au changement climatique, nous voulons avoir des systèmes agricoles résilients. Donc il y a une approche qu'on a développée qui permet donc que nous allons partager et discuter aujourd'hui avec donc, les acteurs, réfléchir comment institutionnaliser donc, cette approche au niveau du Burkina Faso. C'est une nouvelle approche que la FAO vient de développer. Ça va certainement contribuer en tout cas à améliorer nos systèmes de production et améliorer les conditions de vie, de production et les ménages ruraux que nous avons. Cette rencontre va aboutir à la formulation des recommandations dans une perspective de l'institutionnalisation de l'approche champ-école agro-pastorale dans les stratégies de vulgarisation et de conseil agricole au Burkina Faso. La suite de ce journal, la sortie médiatique de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Le chevauchement des années académiques et la valorisation du corps enseignant sont entre autres les points qui n'auraient toujours pas trouvé réponse. Le FSINTER invite donc le gouvernement à respecter ses engagements. Le point avec Nongba Kouda et Tanga Kafando. La FSINTER, la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, interpelle le gouvernement sur la situation des enseignants à temps plein et des ingénieurs de recherche. Une situation jugée préoccupante et qui avait pourtant fait l'objet d'accords lors des dernières négociations avec le gouvernement. Les accords avaient prévu les dispositions suivantes pour les enseignants à temps plein et les ingénieurs de recherche inscrits en thèse. Le bénéfice du voyage d'études et des indemnités de recherche chaque année, et ceci pendant 3 ans. La prise en charge de leurs frais de laboratoire, le rabattement de leur volume horaire statutaire. Ces points ont été appliqués de façon discriminatoire car nous ne comprenons pas pourquoi certains en bénéficient et pas d'autres. Pour les syndicats, la régularisation des enseignants à temps plein et des ingénieurs de recherche participe à la résolution de la crise dans les universités publiques marquée par le chevauchement des années académiques. Il faut souligner que le recrutement des enseignants à temps plein et des ingénieurs de recherche a été justifié par la non-disponibilité en nombre suffisant d'enseignants et de chercheurs remplissant les conditions pour être nommés au grade d'assistant ou d'attaché de recherche. Nous avons été surpris de constater que le ministère a décidé d'arrêter les nominations de ceux qui ont pu terminer leur thèse ou master. Le ministère leur demande de candidater dans le cadre d'éventuels futurs recrutements si des postes étaient ouverts. Tout en n'excluant pas des actions fortes, la FSINTER dit être à l'étape de l'interpellation et espère une oreille attentive de la part de leur ministère de tutelle. Un coup d'œil à la Semaine nationale de l'Internet et des TIC qui bat son plein à Ouagadougou. Et nous abordons la question de la cybercriminalité. Les futurs cadres de l'État formés à l'ENAM sont édifiés sur le phénomène, les pièges et les comportements à adopter face au revers des TIC. Tout presque a été abordé par les conférenciers. Le point avec Roger Cam et Maïmouna Traoré.
La cybercriminalité regroupe l'ensemble des infractions susceptibles d'être commises ou facilitées par l'utilisation d'un système informatique. Selon le conférencier, c'est la troisième grande menace après l'arme atomique et le nucléaire. Au Burkina Faso, elle prend de l'ampleur et la forme la plus développée est la cyberescroquerie. La plupart des cas, c'est l'usurpation d'identité. Oui, les cyberdélinquants utilisent l'identité des autorités souvent pour pouvoir arnaquer les gens. Nous avons le chantage à la webcam, où ils essaient d'amadouer une personne. Voilà. Et aussi, nous avons aussi le phishing ou l'amassonnage, où on cherche à récupérer des informations à travers les mails que vous recevez, où on demande de donner des informations confidentielles vous concernant. Et cela a vraiment créé des ampleurs sur le cas de Burkina Faso. Si je prends le cas des opérateurs de téléphonie mobile, où la perte est estimée à plus de 800 millions de francs CFA pour les 3 opérateurs si on veut essayer de calculer. Et les sociétés aussi pétrolières aussi qui ont été victimes. C'est donc de bonne guerre que les ministères en charge de l'économie numérique et de la sécurité sensibilisent les élèves de l'École nationale des régies financières. C'est l'INAREF qui dote l'administration des plus grands commis qui travaillent sur les finances, les plus grandes applications métiers. Donc il est important que ces gens-là soient outillés dans le cadre de leurs responsabilités futures dans notre administration. Les élèves ont eu droit à un exposé sur les bonnes pratiques et les astuces pour éviter les pièges. C'est de faire attention à tout ce qu'ils donnent comme information, parce qu'il faut que tout ce qu'ils font sur la toile soit des comportements responsables, parce qu'ils auront à répondre de cela. Éviter tant qu'on peut les réseaux sociaux qui ne sont pas assez catholiques. Je peux être chauve et me faire passer pour quelqu'un qui a des doués. Une fois victime, il est conseillé de ne pas céder à la pression et de saisir rapidement les services de sécurité publique, notamment la gendarmerie et la police. Et nous sommes plusieurs à utiliser un téléphone portable au Burkina. Avec ce moyen de communication, presque tout devient facile. La carte SIM peut être à la fois un moyen pour se connecter au monde, un porte-monnaie ou encore un moyen de paiement de factures. Mais sommes-nous toujours protégés? Quelles sont les garanties dont nous disposons? Quelques pistes dans ce reportage de Moussa Ouedraogo et Oumar Zombré. Le marché de la téléphonie mobile est en pleine expansion au Burkina Faso. Selon l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au 31 décembre 2011, le parc d'abonnés fixes et mobiles enregistrait plus de 7 millions d'abonnés. Des chiffres aujourd'hui largement dépassés. Si toutes les compagnies pratiquent déjà l'identification des abonnés, qu'en est-il de la protection de leurs données? Y a-t-il des tentatives d'intrusion? Oui, on est dans le domaine de l'informatique et les tentatives, ça c'est clair que ça ne peut pas ne pas s'inviter. On a parlé de la sécurité, les malfrats, des escrocs, de toutes sortes de personnes de mauvaises intentions. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la sécurisation est une question dynamique. Il faut se mettre à jour au fil du temps. Pour en arriver à cette sécurisation, il faut au préalable attribuer des identités aux utilisateurs de cartes SIM. Et là aussi, il y a un nombre de cartes à ne pas dépasser. La réglementation autorise que derrière une identité, genre la CNIB, il ne peut avoir plus de 10 numéros. Dans le cadre de concertation entre les gouvernants, opérateurs et même les utilisateurs, nous avons estimé les opérateurs qu'il faut quelque part engager la responsabilité morale et pénale des utilisateurs. L'identification des abonnés et les barrières informatiques renforcées concourent davantage à la sécurité des abonnés, certes, mais n'empêchent pas les tentatives d'escroquerie. Vous avez par exemple des gens qui appellent, qui vous disent bon, faites tel code et puis nous allons vous rétribuer de l'argent. Nous recommandons à nos clients de ne pas réagir par rapport à ces appels. Pour Théodore Diosongo, la sécurité à 100% n'existe pas dans le domaine des TIC. Mais des efforts sont faits par les opérateurs. Reste maintenant aux abonnés d'être plus prudents afin d'éviter de tomber dans les pièges des individus mal intentionnés. Et si le téléphone portable offre également des possibilités au monde paysan, ces fonctionnalités ne pourront pas inverser la donne actuelle. La campagne cotonnière 2017-2018 présente des résultats mitigés. Les premiers responsables de la Société nationale des fibres et textiles tentent de contenir les effets de ce premier bilan de la saison à travers une conférence de presse. Le compte-rendu de Hassan Gourabou et Rachid Sawadogo. À travers cette conférence de presse, ici à Bobo-Dioulasso, la Sofitex revient sur la préparation et les mesures mises en place pour soutenir les cotonculteurs pendant la campagne qui tire à sa fin. Une campagne dont le niveau prévisionnel est en deçà des attentes. La réalisation des intentions de culture s'est adaptée au profil peu favorable, caractérisé par une installation précoce
des pluies suivies de plusieurs poches de sécheresse plus ou moins longues pendant les mois de juillet, août et septembre. Ce premier bilan de la saison se tient à l'orée de la phase de commercialisation et dans un contexte où certains producteurs de l'or blanc de la zone Sofitex expriment leur mécontentement. Là aussi, le premier responsable de la société rassure. Il y a eu beaucoup de supputations, notamment des supputations ayant trait à la qualité des engrais, à la qualité des insecticides et quelquefois même à la qualité de la semence et que sais-je. Ce ne sont pas les produits mis en place par Sofitex qui sont en cause. Nous pensons que c'est la pluviométrie. Et tous les producteurs sincères notent bien que la question de la pluviométrie là a beaucoup altéré les escomptes en ce qui concerne donc la récolte. La campagne cotonnière 2017-2018 est aussi la saison du retour au coton conventionnel. L'un des faits majeurs de cette campagne est l'augmentation du prix du kilogramme du coton de 235 francs à 245 francs CFA, soit 10 francs de plus que la campagne précédente. Des pas de danse harmonieux dans la commune de Bagassi. Nous sommes dans les Ballets. Ces pas ont drainé du monde en fin de semaine dernière, acquis aux idéaux du festival Foro. L'association Waban de Bagassi a ainsi tenu le pari de la 3e édition de ce festival. Retour sur l'événement avec Mahamadi Ouedraogo et Maïmouna Traoré. Ce folklore de danse bois au rythme du tambour et du balafon est peu connu de la jeune génération. À Bagassi, l'association Waban se propose de revaloriser ce patrimoine culturel à travers le festival Foro. Pour louer l'initiative de célébrer cette culture bois, recréer, sinon initier la jeune génération au pas de danse du Foro. Puis de nos souvenirs d'enfance, une danse qu'on organise pour les événements heureux et malheureux. Nous sommes en train de vouloir ressusciter ce pas qui était en disparition. Et c'est pour cela que soucieux de grand devenir de la culture, c'est pour cela que nous tentons, autant que faire se peut, de ressusciter ces pas. Derrière son caractère ludique se cache un aspect éducatif. Il faut que l'école enseigne également cela, que nos enfants puissent devenir des artistes, pour ceux qui en manifestent le talent, qu'ils puissent devenir des hommes de culture, qu'ils puissent devenir des sportifs. Tout cela doit faire partie de la vocation de l'école. Les contes initiés à la tombée de la nuit donnent une touche particulière à cette édition. Les étalons sont présentement en stage ici à Ouagadougou en vue de préparer la dernière journée des éliminatoires Russie 2018. Ils sont 25 joueurs à être convoqués par le sélectionneur Paulo Duarte. Parmi eux, 3 rejoignent la sélection nationale pour la première fois. Qui sont-ils? Réponse avec Rasmane Zoundi et Mahamadi Wena. À chaque liste des étalons, c'est surprise. Pour le match de mardi prochain contre le Cap-Vert, Paulo Duarte a fait appel à 3 nouveaux étalons dans sa liste de 25. Des nouveaux qui sont Zakaria Sanoro du TSV Hartberg en D2 autrichienne, Frank Lassina Traoré de l'Ajax Cape Town en Afrique du Sud et Bourema Bandé du FC Malines, actuel meilleur buteur du championnat belge avec 8 buts en 10 matchs.
C'est mon travail qui m'a amené ici, voilà, je vais continuer à travailler. Si au pire des cas je ne travaille pas, je ne serai pas là. Donc je dois continuer à travailler pour être là. Ils m'ont bien accueilli, malgré que je suis jeune, ils m'ont dit d'enlever ça dans ma tête. Donc ils m'ont dit d'enlever ça dans ma tête, quoi. Donc comme c'est ma première sélection, il ne faut pas que je vais me mettre la pression. Non, je ne suis pas surpris. Ça m'a beaucoup fait plaisir, je travaillais pour ça et Dieu m'a rendu grâce. Et après 2 séances d'entraînement, le sélectionneur national semble convaincu du potentiel de ces jeunes. Non, très content, il confirme ce que je pense de lui. Donc, Bandé est un joueur que je connais avant, de Salitage. Dommage, c'est vrai qu'il a montré ce que je pense de lui. C'est vrai qu'il s'est imposé plus rapide que je pense. Mais un joueur d'un énorme talent. Il revient donc à Boulema Bandé, Zakaria Sanoro et Frank Lassina Traoré de transformer l'essai afin de pouvoir s'intégrer durablement dans l'équipe des étalons. Au Libéria, les discussions se mènent pour soutenir en bloc la candidature du vice-président sortant Joseph Boakai. Il a face à lui l'ancienne star du foot Georges Weah en course pour le 2e tour de la présidentielle. Un processus suspendu par la Cour suprême qui attend que la Commission électorale nationale examine des recours introduits par certains partis politiques. L'arrêt de la Cour suprême suspendant la suite du processus électoral au Libéria plonge le pays au bord d'une crise politique majeure. Du reste, plusieurs partis politiques, dont le parti ANC dirigé par Alexander Cummins, Charles Bruskin du Liberty Party, qui conteste les résultats du scrutin du 10 octobre, et 2 autres candidats au premier tour se sont ralliés au vice-président Joseph Boakai pour former une coalition contre George Weah. Sur ce, nous sommes unis. Je tiens à remercier notre processus judiciaire, la Cour suprême, pour avoir été en mesure d'arrêter la situation, de réorienter la commission électorale, à faire à ce que les Libériens obtiennent ce qu'ils méritent pour leur pays. George Weah, le candidat arrivé en tête du premier tour, a appelé ses partisans au calme. Sachez que vous avez remporté le premier tour. Continuez à être calme, pacifique, en attendant la suite du processus. La présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf, a exhorté ses compatriotes à préserver la démocratie. La Cour suprême a suspendu le processus électoral, ordonnant à la commission électorale d'examiner le recours de Charles Bruskin, arrivé 3e avec 9,6% de voix. Et puis les quotidiens de ce jour reviennent en chœur sur l'ouverture de la 7e édition du FILEP, avec en toile de fond la polémique née de la censure d'une émission sur la RTB. La revue de presse est avec Abdoul Rasmanezongo. Le terrorisme, affiche l'Observateur. Voici la question centrale qui cristallise l'attention au sein de la grande famille journalistique. Oui, rôle et responsabilité des médias face aux défis sécuritaires, c'est la réflexion à mener pendant 4 jours entre journalistes présents au 7e rendez-vous du FILEP. Il s'agit pour aujourd'hui au Faso de voir comment optimiser la contribution des médias dans la longue lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Pour les éditions Sidoya, il faut aider les médias à informer librement sans servir le terrorisme. Encore faut-il que les médias soient libres comme pour rappeler fraîchement la censure supposée ou réelle de Tahirou Bari à l'émission sur la brèche. La rédaction télé clarifie les choses et publie une note mettant en cause le monsieur communication. Et ce dernier se défend dans les colonnes de Sidoya, je cite, « Je ne suis pas directeur de publication des médias. » Mieux, Rémi Djandjuno ajoute dans Aujourd'hui au Faso, je cite, « Si quelqu'un estime qu'il a un carton rouge à me donner, qu'il me le donne. » Et c'est le cas déjà, puisque le mouvement des jeunes socialistes publie les éditions Le Pays, exige la démission du ministre Djandjuno au motif qu'il a violé l'article constitutionnel à de multiples reprises en empêchant Tahirou Bari
de participer à l'émission sur la brèche de la RTB. Quant à l'Express du Faso, il fait un rapprochement du ministre Djandjounou avec un certain Alain-Edouard Traoré en son temps et se questionne de la sorte. Pourquoi tant d'erreurs au sommet de l'État et à quand la prochaine gaffe? Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.